soif de culture et d'artistes locaux, c'est avec Marie dans 5 cultures jusqu'à 13h sur Happiness. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission dédiée à la culture sous toutes ses formes, Sam Culture. Nous sommes aujourd'hui avec Cathy à la réalisation. Bonjour Cathy. Bonjour Marie, comment vas-tu ? Écoute, ça va bien pour la DER. Eh oui, Et faut oui. l'annoncer à nos auditeurs, c'est la dernière de Sam Culture aujourd'hui. C'est la dernière de Sam Culture aujourd'hui. Et quelle dernière, puisque écoute, on va parler d'un sujet qui me passionne depuis que je suis toute petite. On va parler égyptologie, je vais y arriver, avec Agathe Jägerschmidt. Merci. Bon. Agathe, tu es conservateur du patrimoine au musée de Picardie. Bonjour Agathe. Bonjour Marie. Comment vas-tu ? Très bien. Alors, conservateur du patrimoine et responsable des collections archéologiques, des antiques et de l'histoire naturelle au musée de Picardie. C'est long. C'est quoi ton métier, Agathe ? Alors c'est un métier passionnant déjà. C'est un métier qui a pour vocation première, je pense, de faire le lien entre les objets, le savoir associé aux objets et le public. En fait, on est des passeurs d'informations et des passeurs d'objets pour les générations actuelles et les générations à venir. Et donc toi, tu t'occupes plus particulièrement des objets antiques. Donc c'est quoi comme période l'Antiquité ? Parce que c'est grand l'Antiquité. Oui, alors long. en fait, effectivement, l'Antiquité, c'est long. Alors quand on sépare les antiques et les collections archéologiques, c'est pour faire la différence en fait entre les collections qui sont trouvées selon les méthodes modernes de fouilles, plutôt sur le territoire de la métropolitain. Donc là, ça va de la préhistoire jusque... ça ne s'arrête pas, en fait, pour ces périodes-là. Et les antiques, en fait, c'est plutôt les collections trouvées au 19e siècle, principalement sur des territoires éloignés comme la Grèce, l'Égypte, l'Italie. C'est ça, les antiques. C'est ceux qui n'ont pas de contexte de découverte et qu'on n'étudie pas sous le même angle de ce fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Alors, en fait, quand on étudie un objet trouvé sur notre territoire avec un contexte de fouille, on va étudier l'objet dans son contexte. On sait qu'il a été trouvé proche de tel objet, dans une couche profonde du sol, avec d'autres informations. On va pouvoir analyser tout le contexte, en fait, tout ce qui est comme information. Est-ce qu'on l'a trouvé dans un habitat ? Est-ce qu'on l'a trouvé dans un fleuve ? Est-ce qu'on l'a trouvé dans un temple ? Enfin, toutes ces choses-là, on les a, ces informations-là. Et c'est ce que font les archéologues. On a à Amiens Métropole un service d'archéologie qui documente ça à chaque fois qu'il fouille, l'INRAP, enfin, on a des opérateurs comme ça. Et nous, au musée de Picardie, on reçoit le produit des fouilles faites sur le territoire d'Amiens Métropole. C'est en cela qu'on a des collections archéologiques. Et c'est des collections qui s'enrichissent à chaque fois qu'il y a des fouilles. Parce que, alors c'était pas le cas avant, on en parlera certainement tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on fait des fouilles sur un territoire, les objets, les découvertes, on les emmène au musée du territoire. Alors c'est l'État qui gère ça, D'accord. La Direction régionale des affaires culturelles, ou en gros c'est le mini-ministère de la culture en région, c'est eux qui font ce qu'on appelle la dévolution. C'est eux qui déterminent où arrivent les objets en accord avec les lieux de dépôt. Il se trouve que nous, c'est une tradition de recevoir le résultat des fouilles faites sur le territoire de la métropole parce que on est le musée de ce territoire, donc on le raconte depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Alors, il y a notamment, on va parler des autres collections après, mais c'est vrai qu'on a tous entendu parler de la Vénus de Renancourt il y a quelque temps. Elle est au musée de Picardie. C'est quoi un peu son histoire à cette Vénus ? Typiquement, ça, c'est de la fouille moderne, donc. C'est une fouille qui a été ordonnée par l'État et confiée à l'INRAP, l'Institut national de recherche en archéologie préventive, dans le cadre d'un aménagement immobilier d'une zone du quartier Renancourt à Amiens. Oui, parce qu'en gros, dès qu'on creuse à Amiens, il y a des fouilles archéologiques. Je caricature un peu, mais on n'est pas loin. On est sur un territoire qui a tellement d'histoire. Et depuis la préhistoire, on a de l'histoire. En fait, vous savez, c'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que quand on aménage le territoire, quand on creuse un peu profond, il faut que l'État donne son avis. Et l'État va regarder ce qu'on appelle la pression archéologique d'une zone, de regarder s'il y a des risques ou des chances, ça dépend comment on voit les choses, si on est l'aménageur ou alors un habitant du territoire, s'il y a des risques de tomber sur des objets archéologiques. Et dans ce cas-là, l'État
d'abord demandent un diagnostic, donc à des experts de venir, des archéologues, de venir faire des sondages, des tests, soit voir s'il y a des choses. Et puis selon le résultat des diagnostics, soit on dit bon c'est bon, vous pouvez creuser, allez-y, c'est pas grave. Soit on dit ah non, il y a des choses intéressantes, ça va pas être possible, il va falloir faire une vraie fouille. C'est ce qui s'est passé à Amiens-Renancourt. Et alors, on peut le dire à nos auditeurs, souvent quand il y a des chantiers de fouilles, il y a aussi des visites du chantier de fouilles qui sont organisées avant que tous les objets partent en études, parce que tout ça c'est étudié, j'imagine, derrière, au musée, mais pas que. Ah non, c'est pas étudié au musée. Ça dépend desquels. Alors la recherche, ça s'arrête jamais. Donc c'est pas parce que l'objet est arrivé au musée qu'il est mort pour la recherche. Loin de là même, j'insiste là-dessus. Mais en fait, les objets, quand ils arrivent au musée, ils ont déjà passé un temps assez long où ils sont restés dans les mains des archéologues. Ils ont été étudiés, analysés, publiés aussi. Et puis, quand le temps de la recherche est fini, ils arrivent au musée où ils continuent à nourrir la recherche, mais de manière moins dynamique, si vous voulez, en tout cas moins pressée, quoi. C'est moins le nouveau truc qu'on vient de trouver, quoi. On peut éventuellement y revenir dans le cadre d'une étude plus générale, si je te suis, c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc ça concerne tout ce qui est archéologie locale, entre guillemets. Ouais. On va dire ça comme ça. Ouais. Mais au musée de Picardie, assez étonnamment, il n'y a pas que des pièces locales. On a aussi des pièces de l'archéologie, qui viennent des recherches archéologiques grecques, égyptiennes, romaines, d'un peu partout en fait. Exactement, d'un peu partout. Moi j'ai compté la dernière fois que dans le sous-sol du musée archéologique, donc à peu près 600 mètres carrés, il y a 13 faits de civilisation différents. Alors, je vous dis, la préhistoire, le néolithique, tout ça, c'est plutôt le local. Mais à tous ces faits locaux qui vont de la préhistoire jusqu'au mérovingien, en fait, eh bien, on ajoute la Grèce, le Proche-Orient, c'est-à-dire les civilisations de Babylone, par exemple, des choses comme ça, les Étrusques, les Romains, et on va parler des Chypriotes. On a comme ça 13 faits de civilisation différents. Donc, ça peut être des époques ou des territoires différents. Et parmi eux, eh bien, il y a la Grèce et il y a l'Égypte. Et comment ces pièces, elles sont arrivées là ? On se dit, mais comment il y a des amphores grecs qui sont arrivés à Amiens, au musée de Picardie, quoi ? Alors, si on parle d'amphores, c'est un peu plus compliqué parce qu'une amphore, ça voyage par nature puisque c'est un contenant de transport. Donc, on a des amphores qui sont arrivés à Amiens parce que simplement, dans l'Antiquité, il y a des riches Amiénois qui voulaient manger leur huile d'olive espagnole sur leur table amiénoise. Bon, ça, c'est plutôt de l'archéologie. Mais pour les antiques, les antiques sont au musée de Picardie depuis le tout début du musée de Picardie. Ça fait partie de son ADN. Pourquoi ? Parce que dès 1839, et là on est dans la première année de constitution raisonnée d'une collection pour ce qui va devenir un musée, mais qui ne l'est pas encore, eh bien on achète une momie égyptienne et ses cercueils. Et donc dès le début, la Société des antiquaires de Picardie, parce que c'est eux qui ont pensé ce musée, c'est cette société savante qui a pensé ce musée, dès le début, pense que ce musée, il va parler de son territoire, oui, bien sûr, mais il va aussi avoir vocation à parler du reste du monde. C'est un musée un peu encyclopédique. Et puis c'est à la mode à l'époque aussi, on crée des musées et on veut des antiques à l'intérieur, on veut des pièces antiques, on veut des pièces d'Égypte, on veut parce qu'il faut montrer aux gens, parce qu'il faut faire connaître. C'est quoi la motivation Alors au musée de Picardie, une des motivations, c'est quand même d'être le petit Louvre de province. Ça c'est dit par les antiquaires. Donc ils veulent ce qu'on trouve au Louvre. Et d'ailleurs on trouve plus qu'au Louvre parce qu'au Louvre il n'y a pas d'archéologie régionale, il n'y a pas d'archéologie locale. Donc, on trouve... oui, on est le petit Louvre de province en mieux. Donc, on va trouver dès le début l'Égypte, parce qu'on est là. 1839, c'est tôt, ça fait à peine 17 ans qu'on a traduit les hiéroglyphes. Eh bien, l'Égypte fait rêver, on est en pleine égyptomanie. Donc, on leur propose d'acheter une momie pour leur futur musée, et ils disent oui, bien sûr. Et c'est comme ça que leur musée va être important à leurs yeux aussi. Et donc, à l'époque, il y a des endroits où on peut acheter des momies, acheter des sarcophages. Alors, c'est quoi ? C'est dans des salles de vente ? C'est sous le manteau ? C'est une bonne question. Alors, ça dépend. L'Égypte, en l'occurrence, c'est plutôt des antiquaires qui vendent ça. Notre momie, ça a été vendu au musée, c'est-à-dire au musée, à la Société des antiquaires de Picardie et à la ville d'Amiens. Ils ont dû se mettre ensemble, c'était un peu cher, alors ils ont fait 50-50. Et ça a été vendu par un antiquaire parisien qui s'appelait Abraham Weil. On a encore sa signature, le prix, tout ça. Et lui, on ne sait pas où il avait acquis sa momie. Il n'y a pas de traçabilité. Non, là, il n'y a pas de traçabilité. Mais parfois,
on peut savoir. En revanche, les achats en vente publique, ça se fait beaucoup aussi. Mais souvent, c'est pas le musée qui achète directement, c'est un collectionneur qui achète et après qui va donner au musée. C'est le cas avec la collection d'Albert Maignan, un grand peintre, mais aussi un grand collectionneur qui achetait beaucoup en vente publique. Alors Albert Maignan, dont on a parlé dans cette émission avec Pierre Stepanov, parce qu'il y a une grande expo Albert Maignan. Donc effectivement, c'était un peintre, mais il avait ce qu'on appelle un cabinet de curiosité. Il avait même tout un atelier qui était aussi un musée. Incroyable, sa collection. Et en fait, c'est des personnes comme ça. Alors, c'est très 19e siècle. Enfin, moi, ça me donne l'impression d'être très 19e siècle, ça. C'est des personnes voilà, qui chinent, un peu comme... qui chinent des objets historiques, antiques. Alors, la traçabilité, on s'en fiche un peu. Alors, j'en parle un petit peu parce que ça fait partie, surtout en termes d'égyptologie, des discussions aussi internationales, parce qu'il y a beaucoup de trésors qui ont été sortis d'Égypte. Les fouilles étaient souvent faites par des Européens. Tu m'arrêtes si je me trompe. Non. Et bon, il y a pas mal de choses qui ont un peu disparu, qui n'ont pas forcément été fléchées, et puis qu'on retrouve effectivement dans des musées, ou encore même aujourd'hui dans des collections particulières d'ailleurs. Bien sûr, mais c'est aussi comme ça que s'est forgé à l'échelle européenne ce goût pour l'Égypte. L'égyptologie n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu des passionnés d'Égypte qui étaient allés en Égypte fouiller le sol et en sortir des objets et les mettre sur la place publique. Il faut remettre les choses dans un contexte. Et au 19e siècle, quand on fouille en Égypte, on n'a pas l'impression de piller. Non. On sort du sol et on partage avec le monde une civilisation qui émerveille et qui continue à émerveiller d'ailleurs. On est à une époque où il n'y a pas d'archéologues formés en Égypte. C'est aussi ces écoles étrangères qui vont former une école d'archéologie en Égypte. Aujourd'hui, et c'est très heureux, c'est bien différent. On fouille toujours en Égypte, il y a des écoles françaises, allemandes, autrichiennes qui fouillent en Égypte, mais les objets restent en Égypte. Il y a encore beaucoup d'Européens qui fouillent en Égypte, et d'Américains aussi, mais qui fouillent en Égypte. Et pourtant, on n'a même pas fouillé 10%. Ah oui, mais... Mais bon, c'est la beauté de l'archéologie aussi. Alors... tous ces objets qui sortent d'Égypte, je vais me permettre quand même, tu vas me dire, ah oui, mais bon, forcément, il fallait parler de ça, mais ça donne lieu aussi à des commerces un peu plus bizarres. J'ai ouï dire qu'il y avait des momies qui étaient vendues pour des usages médicinaux. C'est vrai, ça ? C'est vrai, et ça a commencé très très tôt. Parce que finalement, on a longtemps cru, alors c'est un glissement de langage... qui a fait confondre le mot qui servait à dire bitume avec le mot qui servait à désigner les momies. Or, on croyait que le bitume avait des vertus médicinales. Et donc, comme les deux s'appelaient pareil, on s'est dit que la momie avait aussi des vertus médicinales. Et donc, on broyait les momies en poudre pour en faire des médicaments. Mais ça c'est fini. Sous François Ier, Ambroise Paré commence à dire que ça va peut-être pas être possible de continuer comme ça. Donc, finalement, la momie, elle a arrêté de servir de médicament, on va dire, dans le courant de la Renaissance. Elle a servi encore très longtemps de peinture. Le brin de momie, c'est de la momie broyée pendant longtemps. Donc, ces momies qui sont sorties des sables de l'Égypte en nombre incroyable, pendant longtemps, elles n'intéressent pas les Égyptiens ou même les Européens pour leur dimension d'être humain. C'est plutôt soit la dimension médicinale ou artistique, soit cette dimension un petit peu magique, très romantique comme ça, du lien avec le passé, les fantômes, Théophile Gautier, etc. Ah oui, ça colle bien en même temps, puis c'est complètement l'époque. Oui. C'est complètement l'époque. Et puis, tu le disais, ces momies, elles sont sorties du désert en nombre faramineux. Nous, celles qu'on connaît, alors forcément Toutankhamon, on a tous entendu parler de Toutankhamon, mais c'était pas tous des rois, c'était pas tous des pharaons. Et non, mais ça, ils l'avaient pas forcément compris. Par exemple, en 1839, quand ils ont acheté notre momie, il faut une commission d'enquête, etc. Ils analysent la momie, ils sont persuadés que d'une part, c'est un homme. Ah ouais, perdu. Quand même, un homme quand même. Et puis un noble, un prince. Or, maintenant, on sait que c'est une femme. S'ils avaient su lire les hiéroglyphes, ils l'auraient su, ça a été écrit sur la boîte. Mais bon, ils ne savaient pas. C'est une femme et c'est pas du tout une noble. Parce qu'à son époque, elle est morte autour de 660 avant Jésus-Christ. 7e siècle avant Jésus-Christ, l'embaumement, c'est-à-dire vraiment toute la momification, est accessible aussi à des gens de la classe moyenne.
Et donc, ce qui explique qu'on a retrouvé énormément de momies. En fait, une momie, c'est pas rare. Ça ne l'a pas été pendant longtemps. Ah, Aujourd'hui, je ne sais pas à quelle fréquence ils redécouvrent des momies. Je ne sais pas, il faudrait se pencher sur les chiffres. Mais au 19e siècle, on en a sorti énormément des sables de On en a l'Égypte. sorti beaucoup. Ouais. Mais ce qu'on cherchait surtout, c'était ce qu'il y avait avec les momies. Évidemment. Et on va en parler juste après ce petit interlude musical. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes toujours sur Happiness dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation, c'est Cathy qui est avec nous. Oui, bonjour Marie. Rebonjour Cathy, tu vas toujours aussi bien. Ça va. Très Tu bien. n'as pas chanté sur Céline Dion, Cathy? Non, mais dans ma tête, j'ai chanté. Ah, c'est ça, ok, c'est pour ça que tu n'écoutais pas ce qu'on racontait. C'est ça. Parce qu'avec Agathe, nous parlions d'histoire et d'égyptologie. Agathe, tu es conservateur du patrimoine au musée de Picardie et tu es venue nous parler d'une exposition consacrée à l'égyptologie. Alors en fait, il y a 2 expos consacrées à l'Égypte, dont une consacrée à l'égyptologie. Donc l'égyptologie, c'est l'étude de l'Égypte Exactement. et notamment des objets égyptiens. Donc on le disait en première partie, au musée de Picardie, il y a une collection égyptienne, Absolument. dont une momie Dont une momie, de femmes. depuis 1839. Qui est c'est peut-être la plus vieille habitante d'Amiens d'ailleurs. Alors moi, j'ai des dents d'un Amiénois qui a 11 000 ans. Alors Alors, faut voir. Mais en tout cas, elle fait partie des plus vieux habitants d'Amiens complets. voilà, complet. Et d'ailleurs, complète et très belle, elle a été restaurée récemment, cette momie. Oui, en 2022, elle a été restaurée parce qu'en fait, elle n'avait pas été vraiment restaurée depuis les années 80. La momie, c'est pas la momie toute seule, c'est la momie et ses cercueils. Et les cercueils, ils sont en bois peint, et le bois, ça bouge, tout le monde le sait. Et ça marche aussi pour le bois antique. Et ils avaient pas mal souffert des mouvements, des changements de température et tout. On avait peur qu'il s'abîme, et puis la momie, elle était très encrassée, elle était dans une boîte moderne. Et moi, quand je suis arrivée, ça doit faire bientôt 6 ans, j'étais très embêtée d'être le conservateur de la momie dans le couloir entre l'ascenseur et les toilettes en sortant du Covid. Que tout le monde se pressait sur la même vitre pour aller voir cet objet, qui en plus faisait peur aux gens. Et aujourd'hui, quand on présente un reste-humain, on a une responsabilité particulière qui est justement d'éviter de tomber dans le grand spectacle ou dans l'objet qui fait peur, pour avoir un discours un peu plus complet sur ce qu'est cette personne, quelles sont ses croyances et pourquoi elle est arrivée jusqu'à nous. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait restaurer la momie, pour arriver à reconstruire un nouveau discours plus juste sur elle. Et elle n'est plus à côté des toilettes. Elle n'est plus à côté des toilettes. Remarque, elle est pas très loin, mais on peut plus accéder aux toilettes depuis son espace. C'est ça. Ça change tout. Et puis, alors avant, elle était présentée debout de face. Aujourd'hui, non. Alors le cercueil, oui, mais la momie, trop fragile, jamais été debout. Elle a jamais été Non, debout. elle a jamais été debout. Très fragile, les pieds sont particulièrement fragiles. Mais son cercueil, en revanche, les 2 couvercles interne et externe, c'est comme des poupées gigognes, donc il y a un couvercle, un cercueil interne, un cercueil externe, et eux, ils étaient debout. Ouais. Et aujourd'hui, donc, tout est allongé. En fait, on a l'impression que le cercueil est ouvert, tout est posé sur des plaques de verre. Exactement. Et ce qui permet effectivement de voir la momie alors, de très près, pour le coup. Et puis, ces cercueils, on peut aller la voir. Donc, elle s'appelle... Vas-y, prononce-le parce que je ne vais pas y arriver. Setcha Imengaou. Ce qui veut dire, c'est simple, Amon éloigne le manque. D'accord. Voilà. C'est transparent, non? Assez. Quand on sait qui est Amon, oui. Voilà. Alors, forcément, cette momie, elle est partie intégrante de la collection égyptienne, mais aussi de l'exposition qui est présentée. Alors, par rapport à la collection qu'on voit d'habitude au musée de Picardie, qu'est-ce qu'elle a de plus, cette expo ? Alors, cette exposition, en fait, c'est le fruit de... j'ai dit que ça faisait bientôt 6 ans que j'étais là, donc ça fait à peu près 5 ans que l'Égypte est une priorité. Ça fait à peu près 5 ans que Amiens Métropole a accepté de nous donner de l'argent pour travailler sur l'Égypte, et que nous, on a étudié ces collections et qu'on les a fait restaurer.
On s'est dit que la momie ne pouvait plus rester au même endroit. On en a déjà parlé. Elle est arrivée toute seule dans son coin, là où les gens peuvent faire le choix de venir la voir, leur lui rendre visite s'ils ont envie, et pas juste s'ils ont envie de faire pipi. Et ça, c'est vachement important. Sauf que la momie a été toute seule dans son coin, et le reste des collections égyptiennes de l'autre. Ça n'allait pas trop. Donc le projet, assez tôt, ça a été de réunir les collections égyptiennes près de la momie. Alors ça, c'est un peu plus engageant, ne serait-ce que financièrement parlant. Donc on s'est dit qu'on allait, dans cette exposition-là, montrer le fruit de ces années de travail, de restauration, d'études, de redécouvertes. Et il y en a eu des redécouvertes. On a augmenté la collection de presque 17% ces 2 dernières années, juste en regardant mieux dans nos réserves et en dialoguant avec le musée du Louvre qui nous a fait des nouveaux dépôts. C'est pas mal, c'est 17% sans débourser un centime. Ah oui, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ouais. Et donc, ces nouveaux objets, ces objets restaurés, ces objets réétudiés, on voulait les partager avec les gens, mais on n'avait pas encore les moyens, pour dire les choses simplement, de présenter le résultat final tel qu'on voudrait. On voudrait présenter à terme 509 objets. Avant, il y en avait 238 présentés. Ça fait quand même une sacrée augmentation. Bon, ça demande des super vitrines qu'on n'a pas, mais on vous a fait des vitrines magnifiques, mais absolument magnifiques, pour 64 objets. Pour 10% de la collection, mais qu'on a présenté de manière assez unique, où on peut vraiment faire le tour des objets, les admirer un par un, leur laisser à chacun leur place, et construire surtout un discours. Un discours pour les grands, un discours pour les enfants, un discours en anglais, pour pouvoir que tous nos visiteurs puissent trouver leur place et trouver des informations qui les intéressent dans ce parcours. Alors, tu nous disais, je vais reprendre un peu dans l'ordre, parce que là, tu nous as dit plein de choses. Tu nous disais, on a redécouvert des objets dans nos réserves. Donc, en fait, il y a ce qui est exposé dans le musée, et il y a ce qui est dans les malles. Là, ça fait un peu penser au hangar de Indiana Jones, c'est ça ? Oui, en mieux rangé, j'espère. Mais oui, en fait, les musées n'ont jamais les espaces pour présenter tout ce qu'ils ont. Quand on a de la chance, on présente 10% de sa collection, à peu près. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est en réserve, c'est des choses qui sont absolument incroyables et que les gens devraient absolument les voir et qu'on les prive de chefs-d'œuvre. Ça peut être des trucs qui sont en réserve, soit parce qu'ils sont trop abîmés, soit parce qu'ils sont trop moches, soit parce qu'ils ne sont pas particulièrement intéressants. Ils nourrissent aucun propos, ils n'ont pas de lien avec le territoire, pas de lien avec une collection, ni rien. Soit là, on va plutôt les sortir pour des expositions temporaires, par exemple. Bon, voilà, donc il ne faut pas s'étonner qu'on présente qu'une petite partie. Mais là, pour l'Égypte, on a fait un pari, on veut présenter tout ce qui est intéressant. On va y revenir. Ça fait partie de ton métier de choisir ce qui est présenté. Ouais, moi je suis acheteuse sélective pour musée. Non, mais je choisis, effectivement, c'est le métier du conservateur de sélectionner parmi ses collections celles qu'il va présenter et comment il va les présenter, avec quels objets il va les présenter pour construire quel discours. Alors là, on a donc 76, c'est ça, objets. 64 objets. Tu nous as parlé de dépôt du Louvre. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est-à-dire, on a pris dans les vitrines du Louvre et puis on l'a amené à Amiens ? On a pris dans les réserves du Louvre. Dans les réserves. Et on les a amenés à Amiens. Oui, c'est à peu près ça, mais avec un dialogue chaleureux et constructif, dans une belle amitié scientifique et institutionnelle. Mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait bien longtemps que l'État accompagne les musées. Depuis la fin du XVIIIe siècle, il y a eu une tradition de dépôt d'objets dans les musées territoriaux pour pouvoir nourrir les territoires, que tout le monde puisse avoir accès à l'art. Donc nous, dès 1892, on a eu des premiers dépôts égyptiens. Et ça a continué jusqu'en 1903. Et sauf que ça faisait depuis 1903 qu'on n'en avait plus. Alors ça nous manquait. Ah, ça faisait un petit moment quand même. Ça faisait un moment. Et ces dépôts, c'est quoi ? C'est des prêts ? C'est comme quand on se prête les tableaux ou c'est vraiment un dépôt ? Alors ça appartient au Louvre, mais ça reste à Amiens. C'est l'option B, c'est ça. C'est l'option B. C'est-à-dire que c'est des objets qui vont rester... Alors la convention de dépôt consigne, elle est pour 5 ans, reconductible, pas facile à dire, tacitement. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, si nous on les présente toujours bien et qu'ils sont toujours en bon état, ils vont rester là encore pour 5 ans, puis pour 5 ans, puis pour 5 ans. J'imagine que la contrepartie de ce prêt, c'est de les valoriser et de les présenter. C'est exactement ça. Aujourd'hui, autant au 19e siècle ou au début du 20e, on se moquait un petit peu, ils ne faisaient pas si attention que ça à la manière dont les objets étaient présentés. Aujourd'hui, c'est la condition sine qua non, c'est que les objets soient présentés. Et pour vous donner un exemple concret, on a eu 31 nouveaux dépôts concédés par le Louvre. Il n'y en a que 10 qui sont actuellement à Amiens, parce qu'il n'y en a que 10 dans l'exposition actuelle. Il va falloir attendre 2028 pour voir les autres.
Pour voir les autres qui... Voilà, mais ils sont déjà signés. Ils sont signés. Alors, parmi ces objets, donc il y a 64 objets qui sont présentés, donc effectivement, juste avant la momie. Voilà, on descend, on rentre dans le musée, vous rentrez dans le musée, vous payez l'entrée, ne pas oublier. Sauf si vous avez moins de 26 ans. Oui, auquel cas, c'est c'est vrai. gratuit. Sauf si vous avez moins de 26 ans, exactement. Et puis ensuite, donc, on descend au sous-sol, on prend à droite, et là, on tombe sur l'expo. Et on arrive dans un... Alors, on parle de scénographie pour les expositions, si je ne me trompe. Oui. Alors, quelle scénographie a été pensée pour cette expo ? Alors là, on a essayé de revenir un peu aux racines du musée et aux racines de l'égyptologie. Puisqu'on s'est dit que notre collection d'égyptologie, elle faisait partie des plus anciennes de France, très constituée très tôt, et on allait rendre un hommage à Napoléon Ier qui, grâce à la campagne d'Égypte, a vraiment ouvert l'Égypte aux yeux des Français. Et bien, nous avons fait un mobilier qui évoque le Premier Empire avec des colonnes qui sont égyptisantes, qui ont été dessinées par mon collègue. Tout ça a été fabriqué en interne, donc ça nous a permis d'être hyper précis sur ce qu'on voulait. C'est magnifique. Moi, je trouve qu'ils ont fait un super travail, les collègues. Aujourd'hui, c'est un vrai travail. Avant, alors, j'exagère peut-être un peu, mais l'impression qu'on avait, c'était les expos. On met les objets, on fait des panneaux pour chaque objet, et puis en gros, voilà quoi. Aujourd'hui, on construit toute une histoire autour, un parcours d'exposition, une histoire. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée de l'histoire. On appelle ça un synopsis d'exposition, comme un synopsis de film. Donc, qu'est-ce que le visiteur va rencontrer, quelle expérience il va vivre, quelle information on va lui transmettre et comment les objets vont dialoguer les uns avec les autres. Tout ça, mais ça va jusqu'à la manière dont on pose les numéros. Est-ce qu'on les aligne par le milieu, par la droite, par la gauche ? Est-ce qu'ils sont très présents, pas très présents ? Tout ça, ça constitue une expérience de visite et qui doit être agréable et qui doit être facile. Il faut que les gens ne retiennent pas les petits numéros, justement, parce que ça a été facile de les retrouver et qu'ils regardent l'ensemble et qu'ils se disent qu'ils ont été dans un endroit agréable et beau. Qu'ils ont voyagé. Qu'ils ont appris éventuellement, s'ils ont envie. Aussi. Alors, on va continuer à voyager en Égypte antique juste après ce petit interlude musical. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes toujours dans Sam Culture, l'émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. Rebonjour Cathy. Rebonjour Marie. Tu vas toujours aussi bien ? Oui, très bien. Et toi ? Ouais, super. Contente de cette émission. Moi, je m'éclate. On parle histoire, je m'éclate. On parle histoire avec Agathe Jaeger-Smith. Non, toujours... Jaeger-Schmidt. Jaeger-Schmidt, je vais pas y arriver. Agathe, voilà, Agathe. Tu es conservateur du patrimoine au musée de Picardie et tu es venue nous parler de l'exposition. Alors, il y a 2 expos. On va parler tout d'abord de l'expo L'Égypte se transforme. Donc, 64 pièces qui font partie pour la quasi-totalité de la collection du musée de Picardie. Il y a aussi des dépôts du Louvre, on en a parlé juste avant. Ce sont des pièces qui ont été restaurées récemment. Tout à fait. C'est des pièces presque toutes celles qu'on présente, à l'exception d'un objet, ont été restaurées soit l'année dernière, soit l'année d'avant. Donc, c'est que des restaurations récentes. Et une restauration, c'est pas juste nettoyer, mettre un petit coup de chiffon dessus. Il y a certains objets qui n'avaient pas besoin de plus qu'un coup de pinceau pour enlever la poussière. Mais ceux qu'on a choisis, c'est des objets dont la restauration a vraiment révélé, si ce n'est l'éclat, parfois même l'histoire, comme une restauration ancienne qu'on n'imaginait pas. Ou alors les couleurs, comme une dalle de calcaire qui était gris-noir. Et après nettoyage, en fait, elle est beige clair. Évidemment, ça change un peu la perception. Et on voit aussi, par exemple, sur des vases canopes. Alors, les vases canopes, c'est les vases dans lesquels on mettait les organes des gens qu'on momifiait, parce qu'on ne laissait pas les organes à l'intérieur, parce que sinon ça pourrit. Voilà, on les mettait à part. Et il y a un vase canope où on voit encore du rouge sur le hiéroglyphe. C'est de l'époque, quoi. Oui. Ah oui. Alors, on évite de rajouter de la couleur. Il y a des fois, ça se discute, mais non, dans ces cas-là, c'est vraiment le rouge antique qui est toujours là. Et le rouge, c'est la couleur de la protection dans l'Égypte antique. Donc le texte, il est protégé par cette teinte rouge qui l'encadre et qui dit que ces viscères-là, elles sont protégées par tel dieu et qui doit permettre aux défunts de vivre une vie heureuse après sa mort. Les restaurations, ça permet comme ça de redécouvrir des objets, de leur donner un éclairage nouveau ?
Oui, ça permet de les redécouvrir vraiment. Alors, parfois, c'est juste redécouvrir des fragilités qu'on n'imaginait pas. Alors, c'est pas toujours la bonne surprise, ça. Mais il arrive que ce soit vraiment une manière de redécouvrir une partie de son histoire, une partie de sa matérialité. Un objet dont on n'était pas sûr qu'il soit de tel matériau, en fait, on le comprend. On a par exemple un objet dans l'exposition, en métal, une petite applique qui représente le dieu Osiris assis. Il a fallu l'analyser pour comprendre qu'en fait, cette applique, c'était un faux moderne. Enfin, c'était un surmoulage moderne d'un objet antique. Et qu'est-ce qu'il nous l'a dit ? La composition du métal. Le métal avait du zinc dedans, dans une proportion qui ne peut pas être compatible avec l'Antiquité. Avec l'époque. Voilà, on apprend plein de choses en restaurant. Donc en fait, celui-là, il est antiquisant, mais pas antique. C'est ça, il est égyptomaniaque. Et c'était, si je ne me trompe, un petit, donc un Osiris assis qui était sur un meuble. Oui, c'est certainement un décor de meuble. Donc c'est le moulage d'un décor de meuble tiré dans le métal dans le courant du 19e siècle. Alors, quand on pense égyptologie, forcément, on pense beaucoup à la mort. On a parlé de la momie. Mais là, dans les objets présentés, il n'y a pas que des objets liés à la mort. En tout cas, pas directement. En tout cas, c'est pas funèbre. C'est pas triste. Et il y a des objets qui parlent effectivement de la vie. Notamment toute la vitrine dédiée à la cosmétique, aux soins du corps, aux parfums, où on met en avant aussi bien les dieux qui protègent ces soins et que des objets du quotidien. Ça peut être une jarre à parfum, ça va être un collier, une palette à fard, un pot à onguent, l'ancêtre de l'eyeliner, mais égyptien. Alors, en parlant du pot à onguent, il me semble avoir lu sur le cartouche d'exposition qu'en fait, on a le seul pot à onguent de France qui ne soit pas cassé, avec ce petit nain à côté. De ce type-là, oui. Ce petit pot à onguent, là, avec un petit nain qu'il serre dans ses bras, c'est un objet qui a un jumeau à New York, mais cassé. Et c'est la seule comparaison pour cet objet-là en particulier, oui. Donc il est exceptionnel. Donc on peut en être fier. On peut en être fier, d'autant plus que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il était dans un bac qui s'appelle Divers, dans mes réserves, et que personne n'avait identifié qu'il était égyptien. Il a fallu ma collègue égyptologue et son regard aiguisé pour l'identifier comme tel. Ça doit être génial de vivre ça, d'aller dans un bac où c'est marqué Divers, on sait que c'est là depuis des années, et se dire waouh, en fait j'ai un trésor quoi. Ouais. Il y a un trésor ici. C'est assez magique, effectivement. Mais souvent, moi j'aime beaucoup mon métier, mais je trouve ça à peu près assez génial de me dire qu'à chaque fois que j'ouvre un des bacs de ma réserve, je peux tomber sur un objet qui a derrière lui toute une histoire que pour l'instant j'ignore, mais que le jour où je vais décider de me pencher sur lui, elle va m'être racontée. Ça prend longtemps de... Alors tu vas certainement me répondre que ça dépend, mais quand on sort un objet, de l'identifier, de savoir à quelle période il correspond, en quoi il est fait, quelle effectivement valeur archéologique il a. Ça dépend, effectivement. Ça dépend, voilà. Ça dépend. Par exemple, moi qui ne suis pas égyptologue, cet objet-là, je l'avais vu, mais je ne l'avais pas considéré comme égyptien. Donc là, ça m'aurait pu me prendre très très longtemps si ma collègue égyptologue n'était pas passée, par exemple. Mais savoir en quoi il est fait, ça peut aller plus vite. Ça va dépendre de domaine de spécialité qu'on a, en fait. Qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on a déjà vu comme objet identique. C'est à ça que ça sert, même pour un conservateur, d'aller faire les musées aussi, d'enrichir son dictionnaire d'images. Et il n'y a pas des bases informatiques d'objets, je sais pas. On peut faire Google Lens si on veut, mais on ne trouvera pas forcément du pertinent. Parfois, on s'amuse. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé pour des trucs que je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me dis, on peut toujours demander. Ça se tente ? Ça se tente. Pour l'instant, c'est pas encore hyper pertinent, mais on sait jamais. Parfois, ça peut marcher quand même. Mais vous pourriez avoir une base, tu vois, tous les musées de France et du monde, avoir une sorte de base, un peu de référence. Non, ça n'existe pas. Pas du monde, mais en revanche, le musée du Louvre a mis en ligne toutes ses collections dans une base qui est accessible à tout le monde, qui s'appelle Collection. Et tous les objets qui soient en réserve ou exposés du musée du Louvre sont accessibles avec une petite photo et une information minimale. Un descriptif. Et puis on peut les demander en dépôt après. Alors, ces objets, donc des objets du quotidien, des objets aussi liés à la mort. Alors, forcément, parce que les objets, l'archéologie égyptienne, on retrouve quand même beaucoup de choses dans les tombes. Pas que, mais beaucoup quand même. Les objets les plus impressionnants et les plus beaux, on les retrouve dans les tombes, parce que les défunts ont voulu partir avec leurs plus beaux objets. Les objets du quotidien, on a des paires de sandales, on a des paniers, ils ne sont pas encore exposés, mais on en a. Oui, mais c'est moins impressionnant, c'est plus émotionnel comme approche. Esthétique.
Alors, parce que les Égyptiens, ils se faisaient enterrer avec leur maison, quasiment. Quand ils en avaient les moyens, oui, ils avaient un sacré mobilier. Alors ça dépend en fonction des époques, hein, les mobiliers type changent, et puis les moyens qu'on a, bien sûr. Mais faut avoir son cercueil, il faut, si possible, ses serviteurs funéraires, parce que sinon, il faut travailler soi-même les chants des dieux dans l'au-delà. C'est pas forcément souhaitable. Ouais, alors ça, c'est quand même fabuleux. C'est-à-dire qu'ils se font enterrer avec des petites statuettes qui les représentent. Il y en a 400 et des brouettes parce qu'il en faut un par jour, un par semaine, un par mois. Il y en a qui sont les chefs des autres et qui commandent les autres pour que le défunt évite de bosser dans l'au-delà. C'est complètement ça. C'est quand même fabuleux. C'est incroyable. C'est beau, ça. Et ils ont tout leur petit attirail dessus, le petit sac à dos, les petits outils, voire les sacs de graines pour planter. Parce que s'ils ne travaillent pas, ils ne plantent pas et il n'y a rien à manger, quoi. Oui, parce que le défunt, lui, il faut qu'il mange quand même. Il ne faut pas qu'il bosse, mais il faut qu'il mange. Il faut qu'il mange. D'accord. Déjà qu'il ne travaille pas, il faut quand même qu'il s'occupe. Il y a les loisirs pour ça, non? Ils partent peut-être d'ailleurs avec des jeux, avec des instruments de musique, des choses comme ça. Nous, on a un plateau de jeux, par exemple, dans nos collections. Ah ouais, tiens. Alors là, pour le coup, la vie après la mort prend tout son sens. Mais c'est la vie. La vie après la mort, c'est la vie. C'est la vie, mais juste de l'autre côté du miroir. Voilà. Et où on ne travaille plus. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça peut être pas mal. C'est un vrai concept. Et alors, par exemple, de ces petites statuettes, des ouchets petits, il y en a dans l'exposition. Exactement. On a une vitrine qui est dédiée à ces petites statuettes où on explique l'histoire, parce qu'au tout début, ces objets-là, c'est plutôt le remplaçant du défunt. Au début, c'est pas son serviteur, c'est celui qui doit le remplacer. Des fois qu'il arrivera un truc à sa momie, c'est la doublure, quoi. Et puis après, ça devient un serviteur. Et puis après, on se dit qu'il va bien en falloir donc un par jour, plus un par semaine, plus un par mois, plus un par saison, plus un pour l'année. Et donc, ça fait plus de 400, effectivement, serviteurs funéraires avec lesquels partir. Les matériaux varient, mais en revanche, un point commun, ils ont un texte écrit sur eux. Le texte que nous, on appelle le livre des morts, mais qui chez les Égyptiens s'appelait le livre pour sortir le jour. Ça n'a rien à voir, finalement. Ah oui, c'est pas la même, ouais. Et qui dit, moi, si on m'appelle, je me lèverai et je travaillerai. C'est pas mal. C'est plutôt sympa. Moi, tu peux m'appeler, mais je viendrai pas me lever et travailler. D'ailleurs, on va tout de suite partir en pause. Ça me semble bien. Restez avec nous sur Happiness. Sam Culture. Vous êtes toujours dans votre émission Sam Culture, une émission où on parle culture avec des gens passionnés et passionnants. À la réalisation, c'est toujours Cathy. Et oui, toujours là. Toujours là, Cathy. Avec le sourire. Vous le voyez pas, mais nous ici, on le voit. Avec le sourire tous les jours, Cathy. Et nous recevons ce midi Agathe. Bonjour Agathe, tu vas toujours bien? Toujours bien. Ouais. Agathe, donc, qui est conservateur du patrimoine au musée de Picardie d'Amiens, avec qui on parle archéologie et surtout égyptologie depuis le début de l'émission. Pour cette exposition donc, qui a débuté il y a quelques semaines, là. Oui, le 11 avril. Le 11 avril, voilà, même pas quelques semaines, c'est vraiment tout récent, au musée de Picardie, donc 64 pièces d'égyptologie, des pièces qui ont été restaurées, qui sont scénarisées, avec bien sûr en point d'orgue de la visite, la momie, je ne vais pas prononcer son nom, je vais te laisser le faire. Setcha Imengaou. Setcha Imengaou, voilà, la momie du musée d'Amiens. Ça nous offre un voyage avec des objets, un voyage dans cette antiquité qui est, fascinante. C'est fascinant, l'Égypte antique. Ah oui, je pense aussi. Enfin, en tout cas, moi, ça me fascine et j'ai l'impression que c'est assez partagé. C'est très français, cette passion particulière de l'Égypte. C'est quand même particulièrement développé en France, même si c'est partagé à l'échelle européenne. Chez les Anglais aussi, hein. Ouais. Les Anglais aussi. Après, en France, on a découvert la tombe de Toutankhamon. Ça a quand même joué beaucoup aussi. Ça a été très médiatisé à l'époque. Je pense que c'est les campagnes napoléoniennes qui ont fait beaucoup. En fait, nous, on a tout simplement découvert l'Égypte. Oui, on peut le dire comme ça. Alors, cette exposition donc, qui s'appelle L'Égypte se transforme, elle est couplée avec une autre exposition, une exposition de photographie. Qui s'appelle Égypte éternelle. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, c'est la photographe Flore, donc qui est une photographe à la carrière internationale, hein, mais qui s'est installée à Roye, qui a un atelier à Roye, et qui, au-delà de ça, a passé une partie de son enfance en Égypte. Et des années plus tard, elle y est retournée
pour essayer de capturer ces souvenirs d'enfants, ces images et ces ambiances d'enfants avec un Polaroid, essentiellement, c'est un de ses supports préférés. Et de là, elle en a sorti des images très poétiques, assez mélancoliques, et des images qui ne sont pas juste le Polaroid pris comme ça, mais avec un travail sur les textures et les couleurs. Oui, elle prend... alors un Polaroid, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était une sorte de photomaton miniature où quand on prenait la photo, il y avait la photo qui sortait tout de suite de l'appareil. Exactement. Voilà, et là, en fait, elle prend ces photos, mais elle fait des retirages qu'elle retravaille. Exactement, elle les retire, elle les retravaille. C'est vraiment une approche picturale, hein. Elle repense son image comme un tableau, avec un travail sur le grain, la couleur, l'ambiance, hein. C'est des photos qui ont presque toutes une ambiance floue, mais très poétique. Et donc, cette Égypte, elle l'aborde à la fois avec ses yeux d'enfant, mais aussi avec ses yeux de passionnée d'histoire de la photographie. Elle a voulu revenir aussi sur les traces des photographes, les premiers photographes qui, au 19e siècle, ont arpenté ce territoire. Essayer de retrouver des images qu'aujourd'hui, parfois, on ne trouve plus, parce que l'urbanisation de l'Égypte fait que... ou le surtourisme. Mais Flore n'a pas reculé devant des réveils extrêmement matinaux voilà, pour avoir des clichés magnifiques comme ce sphinx qui se dégage devant la grande pyramide. Enfin, c'est un ensemble de photos qui appartient à plusieurs séries. Donc, elle est retournée plusieurs fois en Égypte avec des approches assez différentes. L'ensemble crée un dialogue très poétique, très, très, très onirique entre nos objets, son regard et l'imaginaire de tous, finalement. Et comment est venue l'idée de coupler ces deux... c'était le projet du départ, de coupler ces deux expositions ou c'est des rencontres, ou ça s'est imposé? Un petit peu tout ça. C'est-à-dire que, d'une part, ça fait plusieurs années maintenant qu'avec ma collègue qui s'occupe de l'art contemporain, on aime bien travailler ensemble. Elle a installé des céramiques contemporaines dans le sous-sol. Pour l'exposition Préhistoire, elle avait aussi convoqué des artistes contemporains, invité des artistes contemporains. Je trouve ça très riche, ce dialogue. Et puis, en plus, nous, on avait le couloir qui, jusqu'à présent, était dédié à l'Égypte, qui se vidait. Alors, je lui ai ouvert mon couloir. Et à côté des toilettes. Oui, entre l'ascenseur et les toilettes, mais il ne faut pas le dire comme ça maintenant. Mais ce couloir qui reste un très beau couloir, un bel espace d'exposition, eh bien, elle l'a offert à Flore, qui a accepté notre invitation. Et ça a été un plaisir partagé, je crois, nous de l'accueillir et elle, de pouvoir dialoguer avec ces objets. Alors, tu nous as glissé tout à l'heure, un peu subrepticement, qu'en 2028... il y aurait aussi des choses qui allaient se passer côté égyptologie au musée de Picardie. Est-ce qu'on peut avoir quelques infos? Oui, notre grand projet, c'est qu'en 2028, on ne présente plus 64 objets, mais 509. 509, c'est en fait tous les objets intéressants de la collection égyptienne. Et ces 509 objets, on va les présenter dans des nouvelles vitrines, dans un parcours qui lui aussi sera thématique, qui lui aussi sera esthétique, mais qui sera plus intemporel que notre présentation actuelle, plus dense, forcément. L'espace est le même et on augmente drastiquement le nombre d'objets. Oui, on ne peut pas pousser les murs. Non, j'ai essayé, mais c'est pareil, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, dommage. Mais on va pouvoir rencontrer des choses qu'on n'a pas vues depuis des années ou pas vues du tout, comme des textiles coptes, comme une rame de bateau, et puis les 21 autres objets que le Louvre nous dépose. Et voilà, qui du coup vont arriver à Amiens. Oui, c'est ça, qui vont arriver à Amiens. Non, ce sera un autre grand rendez-vous, encore très différent, mais là, on est déjà à pied d'œuvre, on ne s'arrête pas, on continue pour livrer ça en 2028. Courant 2028, alors. Tout à fait. Et alors, d'ici là, donc, on vous engage à aller voir les deux expos du musée de Picardie. Donc, l'Égypte se transforme, c'est jusque l'été 2027. Oui. En fait, ça va plus ou moins s'enchaîner avec... C'est le but. Voilà. Le but, c'est qu'on le démonte à partir du moment où on a besoin de l'espace pour installer les vraies vitrines terminales, celles qui vont durer 40 ans, comme celles qu'on a démontées auparavant. La deuxième expo, donc, c'est l'Égypte éternelle. Donc, c'est des photographies de Flore. C'est de l'autre côté. Et puis, c'est une Égypte poétique, contemporaine, mais qui fait voyager aussi dans le temps, qui est aussi à découvrir. Donc, ces deux expos couplées. Égypte éternelle, là, c'est jusqu'au 3 janvier. Et tu nous disais au moment de la pause qu'il y avait une journée à ne pas manquer, c'est le 13 juin. Exactement. Qu'est-ce qui se passe le 13 juin? Mais pour les journées européennes de l'archéologie, on reçoit 3 égyptologues
Collège de France, Université de Lille, qui vont nous faire 3 conférences toute la journée entre 11h et 17h45, 3 conférences, l'une sur Osiris en rapport avec les collections du musée de Picardie, l'autre lire les hiéroglyphes au musée de Picardie, et la dernière ce sera la rencontre avec un objet qui était passé complètement inaperçu jusqu'à présent, mais dont on se rend compte qu'en fait, il appartient à la tombe d'un des plus importants personnages de l'Égypte antique. Je ne vous en dis pas plus, venez le 13 juin, comme ça vous en saurez plus. Là, tu nous as bien teasé. Enfin, alors, moi, je suis conquise. Et un objet qui est au musée de Picardie. Qui est au musée de Picardie, mais qui n'était même pas présenté jusqu'à présent. Donc là, ça va être une redécouverte totale. Et c'est un partenariat Collège de France, donc qualité assurée, mais aussi... Et j'insiste, c'est vraiment accessible à tous. C'est pas juste pour les spécialistes. On n'a pas besoin de s'y connaître. Absolument pas besoin de s'y connaître. Justement, je crois que plus on est spécialiste, comme ceux qui vont intervenir, plus on est capable de transmettre à tous ceux qui n'ont pas ces connaissances initiales. Eh bien, écoute, le rendez-vous est pris. C'est gratuit. Complètement. C'est complètement gratuit, donc il n'y a pas d'excuse pour ne pas y aller, même pour les plus de 26 ans. Même pour les plus de 26 ans. Pour les plus de 26 ans. Agathe, merci beaucoup d'être venue nous parler égyptologie. Et puis, alors je ne vais pas te dire tu reviens quand tu veux, parce que c'est ma dernière. Peut-être l'émission continuera, mais en tout cas, ça a été un plaisir. On vous invite tous donc à aller voir au musée de Picardie les 2 expositions, l'Égypte se transforme et Égypte éternelle. Le musée de Picardie, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. C'est l'abonnement à 20 € si vous êtes d'Amiens Métropole et vous y allez autant que vous voulez. Voilà, c'est fermé le lundi. Mais c'est gratuit tous les premiers dimanches du mois. Et c'est gratuit, effectivement, tous les premiers dimanches du mois. Donc là, il n'y a vraiment pas d'excuses pour ne pas aller découvrir ces expositions. Si vous voulez plus de renseignements, eh bien, vous pouvez suivre le musée sur sa page Facebook, sa page Insta, et aussi vous tapez musée de Picardie dans un moteur de recherche et vous tombez sur toutes les infos qui vont bien. Eh bien, Cathy, il me reste à te remercier pour toutes ces émissions. D'avoir été avec moi à la Réal. Et voilà, super. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toi, Marie, pour toutes ces émissions, toutes les belles rencontres qu'on a faites. Ouais, on a fait des super rencontres. On a appris beaucoup de choses. Un grand merci aussi à Stéphane, à qui j'envoie un gros bisou volant, avec qui on a débuté l'émission. Oui. Et que j'ai fait chanter, je l'ai fait danser. Ça va, finalement, j'ai pas... Non, t'as pas trop à te plaindre. Bah non, ça va. Voilà. J'ai eu de la chance, finalement. Ouais, on lui faisait faire des choses à Stéphane. Okay. Voilà, donc un gros bisou à Stéphane, un gros bisou à toute l'équipe d'Happiness. Ça a été une expérience super, constructive. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez envie de participer à l'aventure Happiness, eh ben, n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site www.happinessamiens.fr et je vous dis à plus, restez sur Happiness.